une sorte de What's in my bag. Mais puisque je suis en études de mode, ça va être un peu spécial. Parce que du coup, vous allez découvrir le sac d'un étudiant dans la mode. Je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup. Puis il y a beaucoup de choses qui peuvent être des vrais tingles, des vrais déclencheurs. Donc on va voir ça juste avant. Je tenais à vous informer que je pense que vous l'avez perçu. Mais si on reprend le rythme de deux vidéos par semaine, pardon. Une vidéo le mercredi à 20h30 et une vidéo le dimanche à 20h30 aussi. Donc je ferai mon maximum pour tenir ce rythme. J'espère que, en tout cas, les vidéos que j'ai pu vous poster en anglais vous a plu. Dimanche, si je vois que ça marche, je ferai peut-être un système où je posterai une vidéo en anglais dimanche et des vidéos en français le mercredi. On va voir ça. Bref, aujourd'hui, de ce fait, on va explorer ce sac qui est mon sac de cours d'étudiant dans la mode. Donc, on va explorer les différents compartiments, tout ce qu'il y a. Voilà. Avant tout, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, à la fin de la vidéo, si vous ne vous êtes pas endormi, ce que je vous souhaite, c'est de vous endormir. Donc, voilà. Si cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à commenter. Évidemment, pas me rentrer à tous et toutes, que ce soit au boulot ou que ce soit en cours. Plein de réussite cette année dans votre milieu professionnel, je suis sûr que vous allez réussir. Et de ce fait là, on va passer à la vidéo. Donc je vais mettre le sac sur le côté et on va commencer avec les premiers objets. Allez, à tout de suite. On se retrouve avec un plan de travail dégagé pour pouvoir justement découvrir les objets. Ce sera plus simple, il y aura plus de place surtout. Puisque de la place, on va en avoir besoin de beaucoup. Hop. Et on va tout de suite commencer avec du high-tech. Et oui, avec mon ordinateur. Puisque les études de mode, ce n'est pas que de la création textile ou visuelle, c'est aussi beaucoup d'informatique, enfin pas de l'informatique, plutôt de l'infographie. C'est-à-dire qu'on va toucher à des logiciels tels que Photoshop, InDesign, tout ce genre de logiciels là pour faire de la mise en page de journal de mode, pour faire du montage pour des shootings, pour plein de choses, mais aussi pour faire ce qu'on appelle des DAP, donc des dessins à plat, des dessins techniques. Plein de choses comme ça passe par ce genre de logiciel là. Et de ce fait, avoir un ordinateur, ça devient un peu un impératif. Et de ce fait, j'ai opté pour un MacBook Air, je crois. Alors, c'est du seconde main, je suis plutôt pour la seconde main, donc rien de fou, comme vous voyez. Hop. Je vais aller sur Notes et je vais peut-être faire un peu de déclencheur avec les touches. On va écrire n'importe quoi.
assez traître de Apple. En même temps c'est bien, en même temps c'est ce qu'ils cherchent à faire, c'est-à-dire centraliser sur iCloud et ensuite on peut... ça devient compliqué. Donc, alors un iPad c'est pas du tout obligatoire en études de mode pour le coup, mais il faut reconnaître que pour tout ce qui est dessin sur tablette, sur des... D'ailleurs il faudrait que je les nettoie, sur des logiciels tels que... Enfin, des applications telles que Procreate, telles que Freeform, c'est vraiment sympa. Sinon pour des textes aussi, vous savez, si vous faites un exposé et que vous avez besoin d'une tablette pour un texte, pour faire la présentation, bah c'est bien plus pratique quand même d'avoir un iPad plutôt que d'avoir ses fiches. Alors après ça reste faisable aussi hein, pour le coup, mais pour moi j'en avais une à disposition donc j'en ai profité. Disons que si l'occasion se présente, pourquoi ne pas la saisir? Et c'est ce que j'ai fait, parce que du coup c'était plus pratique pour moi. Tac. Plus pratique pour bien des raisons, hein. Pour l'ergonomie, parce que ça peut aussi remplacer le PC vu que c'est l'environnement Apple. Si c'est qu'un cours en prise de notes, bah j'ai juste à sortir la tablette et je peux écrire mes prises de notes dessus. Pas besoin de porter mon Mac qui est quand même plus lourd, il faut le dire. Ou pour d'autres choses. Et wait, de ce fait, ce que j'ai là. L'Apple Pencil. Donc l'Apple Pencil, je crois que c'est la première génération, je sais pas du tout. Mais sincèrement ça me suffit amplement. C'est pour dessiner, tout ça. J'ai pas besoin de la dernière génération. Et pareil, l'Apple Pencil c'est du seconde main. C'est vraiment important pour moi la seconde main parce que... ou le reconditionner. Parce que je pense que on consomme déjà beaucoup, notamment en termes de produits électroniques. Et de, bon, déjà pour les ressources de notre planète, c'est pas foufou. Ensuite, quand on sait comment c'est fabriqué, ça l'est pas énormément non plus. Enfin, ça l'est pas encore plus, ça l'est encore moins quoi. Et de ce fait là, bah, j'essaie vraiment de limiter mon impact là-dessus. Que ce soit dans mes créations, mais aussi dans le matériel que j'utilise pour mes créations de ce fait. Voilà. Donc, passons tout de suite au prochain objet. Hop, je vais remettre le pencil juste là. Je vais venir peut-être faire un peu de tapping avec.
sur un vêtement, pardon, il y a la base, la construction je vous fais assez rapidement, la base, la construction et le patron. Et entre temps, il y a des étapes de validation de ces différentes choses avec des toiles, des demi-toiles, des vêtements entiers. Donc voilà. Là, c'est différents placements de pinces pour la pince de poitrine. Là, c'est tout ce qui est la construction du pied de colle. Enfin, du col avec pied de colle qui est un peu complexe. Différentes boutonnières. Donc, vous voyez les patrons ici. Enfin, ça, c'est construction, pardon. Non, c'était pas trop. Des différentes boutonnières, les différentes manches, la manche ballon, la manche gigot, la manche pagode. Il y en a plein. Les patrons de chemise, le patron de la chemise, pardon. Donc c'est un patron de chemise classique, mais vous voyez qu'il y a beaucoup de choses dans une chemise. Ça, c'est la chemise que j'avais faite. Une chemise par moulage, c'est-à-dire que c'est directement en posant les tissus, enfin les différentes, les tissus sur le buste, et on va épingler pour avoir la forme d'une chemise. Donc en fait, on va mouler la chemise sur le buste plutôt que la faire par les mesures, les calculs. Ça, je sais plus ce que c'était. Donc voilà. Vous voyez tout ça. Là, il y a des feuilles. Oups. Donc voilà pour ce lutin qui a un bidon. Alors là, c'était sur la chemise. J'en ai un autre sur la jupe, encore un autre sur la robe. L'année prochaine, j'en aurai un sur le tailleur. Enfin, c'est quasiment un vêtement. Un dossier comme ça, si c'est pas deux, rempli, où il y a toutes les informations. Et en fait, ça fait vraiment de base d'archivage et de base de données. Et l'archivage, c'est quelque chose qu'on nous apprend. Parce que dans les maisons de couture, c'est quelque chose qu'on fait, mine de rien, beaucoup. Donc on n'est pas forcément au courant. L'archivage des différents patrons, des différentes modèles, des différentes broderies, enfin bref, de l'archivage de tout et n'importe quoi. Et donc ça commence déjà par archiver nos patrons à nous. Donc voilà. Pour ce petit classeur. Ensuite, passons à un classique. Alors là, j'ai pas 1 mètre, normalement c'est 1 mètre minimum, mais de la toile de coton. Toile de coton, toile de lin, je ne sais plus, donc c'est la toile de coton. Donc c'est un tissu qui est un peu le tissu de base en couture dans la mode. C'est le tissu sur lequel on va le plus travailler. C'est celui sur lequel on axe la majorité de nos essais, de nos prototypes. Mais ensuite on passe au tissu final pour économiser le plus de tissu quand même. La toile, ça peut être réutilisé assez facilement. Donc voilà. Pour le coup, je vais peut-être vous donner des anecdotes. Là vous voyez, il y a ce qu'on appelle
ça vous fait penser à un perroquet. Et comme ça vous fait penser à un pistolet. C'est ce qui nous permet d'avoir les angles, les arrondis. Pour pas faire forcément tout à l'angle classique. Non, en fait ça nous permet vraiment d'avoir des beaux angles, des beaux arrondis, des belles formes lisses. Et pas des formes qui sont segmentées. Si on le faisait à la règle, on devrait faire droite. Non, ça c'est bien plus précis, enfin c'est bien plus smooth. Je sais pas comment vous expliquer ça, d'ailleurs il faut que j'en rachète une. Voilà. Les gars, bon, on n'en parle pas, c'est pour faire les angles, c'est très important. Et à la règle japonaise, on peut faire les angles aussi, mais bon, moi personnellement, je préfère vraiment attribuer chaque rôle à chaque objet. Passons au prochain objet. C'est mes trousses. Alors, une trousse, la veste X-Bug, que j'ai eu dans une édition du magazine, je crois, qui est sortie cet été. Dans cette trousse, c'est majoritairement la trousse de style. Donc tout ce que vous verrez dedans, c'est surtout des affaires de style. Donc on va découvrir ça ensemble. Mais on a pas mal de choses à l'intérieur. Donc déjà, on a des liners noirs. Ça c'est un truc qu'on peut utiliser pour faire des dessins. Mais sinon, pour tout ce qui est, comment ça s'appelle, traçage de patrons, de patrons, tout ça, bah, c'est franchement pratique pour nous. Puisque du coup, ça nous permet de relever les bases, les fondations qui sont déjà existantes. Et ensuite, au crayon à papier ou au critérium, on relève la suite. Ce petit pot. Alors, c'est un récipient dans lequel on vient mettre de l'eau. Pour l'aquarelle, c'est plus simple que d'avoir toujours tout dans le réservoir du pinceau. Enfin, moi personnellement, je sais que j'ai un pinceau à réservoir d'eau. Et juste là, justement, vous voyez un petit réservoir d'eau ici. Donc, pour moi, c'est plus simple. Ça permet de vraiment nettoyer aussi la pointe du pinceau. Donc voilà, du scotch, c'est toujours pratique. Un taille-crayon. Je vous passe les détails de l'utilité, mais un must-have, clairement. Si on l'a pas, je pense que pour pouvoir dessiner avec un crayon classique, c'est complexe. Il y a d'autres graphites. Oula, pardon. Il y a d'autres graphites. Hop. On a aussi des feutres alcool pour tout ce qui est texture, mais au-delà de ça, pour les dessins en soi, c'est plus général. Donc on a des couleurs assez sobres. Il me semble que ça c'est une couleur beige, si je dis pas de bêtises. Un beige cher un peu.
trait parce que en vrai, quand on regarde, chaque corps est asymétrique, mais bon, vous coupez le corps en deux et du coup là où vous avez coupé le corps en deux, pour trouver la symétrie, c'est là où vous avez le trait de milieu devant. Et pareil pour le dos. Donc c'est sur ça qu'on cale le droit fil. Si le vêtement est dans le droit fil, il n'est pas en pied. Donc voilà pour la trousse de mode de stylisme. Hop là. Et passons tout de suite à ma trousse que j'appelle courante, parce que c'est la trousse que j'utilise pour mes cours généraux. Hop, cette trousse là, donc une trousse plus classique, dans laquelle on peut retrouver une paire de ciseaux, mais aussi des liners pour les mêmes utilités que tout à l'heure, une gomme, je vais pas vous rappeler à quoi ça sert, une roulette. Alors ça c'est pour tout ce qui est en modélisme, quand on a des pinces à replier sur le patron, à refermer et à retracer pour avoir la nouvelle valeur de pince sur le haut, ou du moins la nouvelle forme, et bien on va retracer comme ça sur le papier. Et quand on va réouvrir la pince sur le papier, la pince c'est ce qui permet justement d'affiner le vêtement pour qu'il aille coller à votre corps et coller à la forme de votre corps. Et bien quand on va réouvrir, on va avoir la nouvelle forme de la pince qu'on va pouvoir retracer. Donc voilà, j'ai des agrafes, des stylos. Alors, ça aussi, c'est un must-have en études de mode. Des stylos à encre effaçable. Pourquoi? Parce que il faut savoir que ces stylos-là, ça nous permet de... En fait, quand on trace sur des vêtements, ça peut s'effacer avec de la chaleur. Donc, sur des toiles, pour faire des traçages, que ce soit des lignes de couture ou quoi, c'est simple parce qu'on fait ça et ensuite on l'efface en un coup de fer à repasser. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Ce crayon rouge et bleu. Le rouge toujours pour les lignes de milieu devant, de droit fil. Et le bleu pour les lignes d'aplomb, donc grande hanche, petite hanche, ligne de taille, tout ça. Voilà. Continuons. La gomme, bon, vaut mieux en avoir plusieurs, on sait jamais. Ça c'est une gomme de précision pour tout ce qui est petits traits, petites choses à reprendre. Vous reprenez cette petite gomme en stick et vous allez frotter contre. Un surligneur, bon je vous dis pas à quoi ça sert, c'est assez simple aussi. Donc voilà, ensuite beaucoup d'agrafes, parce que en général les agrafes ça peut nous être utile pour tout ce qui est rebraque. Alors des rebraques c'est des petits, c'est un peu comme si on faisait un échantillonnage d'un tissu qu'on utilisait pour le présenter. Donc voilà. Je vous présente pas de ce qu'il y a plus dans l'autre, parce que on l'a déjà vu dans l'autre. Et personnellement je suis très apte dessus. Je préfère l'avoir en double, mais être sûr de l'avoir plutôt que l'avoir en simple. Et le jour où j'en ai besoin, merde je l'ai pas, non, justement. Donc voilà. Pour cette trousse qui est parfois compliquée à fermer. Voilà. Tac. Passons tout de suite aux derniers objets. Alors là, cette fois-ci, normalement c'est en trousse. Mais il se trouve que depuis quelques temps, je les ai remis dans un package parce que du coup je les ai utilisés pour mes vacances et que du coup c'était plus simple pour moi de mettre ça dans une valisette. C'est mes affaires de modélisme. Donc la différence entre le stylisme et le modélisme, c'est que le modélisme c'est tout ce qui est création technique du vêtement et le stylisme c'est tout ce qui est création créatif, je dirais, entre guillemets, au sens où vraiment c'est le processus créatif en lui-même avec l'imagination, la conceptualisation, le mood board, la direction artistique, tout ça. Alors que vraiment le modélisme c'est après la phase de stylisme. Quand vous avez le vêtement qui est dessiné, et ben vous passez au modéliste qui va pouvoir lui le mettre en réalité. Donc premièrement on a un ciseau
ciseaux de modéliste. Alors, qu'est-ce qu'il y a de spécial sur ces ciseaux? Bon, c'est des ciseaux qui, tout simplement, sont faits pour le tissu. C'est-à-dire que si vous n'avez pas ces ciseaux-là et que vous utilisez les mêmes ciseaux pour le tissu et le papier, bah, ils vont s'user vraiment très vite. Parce que dans le papier, il y a du verre, même des microfibres de verre. Donc ensuite, quand vous allez couper du tissu, bah, ça coupera plus. Mais quand vous avez ça, pas de ce fait, si vous réservez ce ciseau-là que pour le tissu, pas de ce fait-là, il n'y aura pas ces impacts du fer sur la lame. Donc voilà. Donc des ciseaux de tissu. En fait, il y a ciseaux papier, ciseaux tissu. Ensuite, un classique de tout bon, je pense, couturier qui se respecte, le ruban mètre. Inventé par, si je ne dis pas de bêtises, Alexis, je sais pas pour son prénom, mais Lavigne, qui a aussi inventé mon école. Donc voilà, un ruban mètre 250 cm, donc 1m50, pour faire des tours de taille, des tours de hanche, des tours pour prendre toutes les mesures. En fait, c'est franchement pratique. On oublie beaucoup. Mais pour faire du sur-mesure, bah, c'est un must-have, je pense. Sinon, bon courage. Donc voilà. Désolé pour les bruits de grincement de ma chaise. Hop là. Ensuite, on a des bobines de fil. Alors, là, je vous en montre que deux, mais j'en ai bien plus. Ça va du blanc au bleu en passant par le rouge et le vert, comme vous le voyez. Donc, inutile de vous dire l'utilité. Déjà, un couturier, je pense même hors des cours, a besoin toujours d'une bobine de fil sur lui parce qu'on lui demande toujours de rafistoler quelque chose et d'une aiguille. Donc, c'est un must-have, que ce soit sur les affaires de cours ou les affaires dans la vie de tous les jours. Toujours, est-ce que tu peux faire un ourlet? Est-ce que tu peux faire ci? Bon, moi je suis gentil donc je dis souvent oui. Pardon, je dis souvent oui. Donc, bah, de l'autre côté, ça passe par avoir du fil sur soi. Donc voilà. Donc quand on parle de fil, on parle aussi d'aiguilles à coudre. Donc voilà. Alors normalement j'ai différentes tailles d'aiguilles. Là je pense pas que je les ai toutes. Ah si, là j'en ai quelques-unes. J'en ai quelques autres, pardon. Donc là vous voyez, c'est des aiguilles qui sont plus grosses. Pour des tissus qui sont plus... Enfin, des tissus plus gros, des tissus plus lourds, des tissus plus épais. Alors que ça c'est des aiguilles assez fines. Donc pour des tissus assez classiques comme de la toile, comme de la gabardine. Et pareil pour celle-là. Donc voilà. Bon, c'est un impératif du couturier, je pense. On va pas expliquer pourquoi, mais un couturier qui n'a pas d'aiguille à coudre, bah, il peut pas trop coudre, sauf s'il a sa machine avec lui. Mais bon, j'avoue, quand on est pris à l'improviste, c'est plus simple d'avoir des aiguilles que sa machine. Donc voilà. Passons tout de suite aux prochains objets.
petit levier pour le faire tomber et la rentrer dans la machine industrielle qui a besoin du porte-canette. Les derniers objets. Alors ça, qu'est-ce que c'est? Ça peut paraître comme un objet de torture, un cure-ongle, je sais pas. On en a besoin. Si vous avez traîné avec des gens qui sont dans la couture, dans les ateliers de vos grands-mères, dans les ateliers de vos mamans, peut-être que vous savez ce que c'est, ou pardon, peut-être que vous savez ce que c'est. C'est ce qu'on appelle un découvite. Et tout est dans le nom, hein, c'est pour découdre. Imaginez que vous avez une couture qui est comme ça. Donc une couture, c'est vraiment deux bouts de tissu qui sont cousus ensemble par une couture. Là, il y a la couture, vous passez le découvite de la couture, il y a plein de fils qui lient là. Bah, vous passez ça, et en fait, il y a une toute petite lame ici. Et vous faites comme ça, et vous ouvrez la couture, et ça défait la couture. Donc voilà. On a aussi la petite aiguille ici pour faire des trous. Et le petit point là, j'ai jamais compris trop à quoi ça sert.